Bonjour et bienvenue à tous au BTP CFA de la Charente, à Chasseneuil. Je vais aujourd'hui vous présenter les différents types de tubes qui sont utilisés dans la profession de plombier chauffagiste. Donc on va parler du tube PVC, on va parler pêle-mêle du tube multicouche, on va parler bien sûr du tube cuivre, on va parler du PER, du polyéthylène, de l'acier et d'autres encore. Donc pour commencer, la fonction d'un tube. Donc un tube va nous permettre de contenir et de canaliser différents fluides dans les meilleures conditions d'étanchéité et d'amener bien sûr ce fluide, que ce soit un liquide ou un gaz, d'un point A vers un point B en fonction de son utilisation. Fluide canalisé. Les conditions sont variables en fonction de leur état physique. On va par exemple canaliser du fluide sans pression, donc là ça va être les eaux usées, lavabo, douche, évier, voilà. Les eaux pluviales, donc les gouttières, les eaux vannes, donc ça c'est l'eau des WC. Ensuite on va pouvoir canaliser un liquide sous pression, donc l'eau de chauffage, l'eau sanitaire, ça peut être aussi de l'eau surchauffée, du fioul, du gaz sans pression, donc ça va être les fumées de combustion d'une chaudière par exemple, de la ventilation, et du gaz sous pression, donc là on va parler plutôt donc gaz naturel, le gaz propane, le gaz butane, la vapeur, l'air comprimé et l'air chaud. Nature des tubes. Donc les tubes sont de différentes natures. On va retrouver de l'acier, du cuivre, on peut retrouver de l'aluminium, du zinc, les matières synthétiques, de la fonte aussi, et puis etc. Forme des sections. Donc dans notre profession, les tubes les plus employés ont une section circulaire et donc sont destinés au transport des fluides. Avantage d'une section circulaire, donc ça va être la facilité de travail, filetage, cintrage, meilleur écoulement des fluides, meilleure résistance à la corrosion et également une meilleure résistance mécanique. On va commencer donc par le tube cuivre. Donc le cuivre est le matériau par excellence du plombier pour ce qui est de la distribution de l'eau potable, qu'elle soit froide ou chaude. Le cuivre est un matériau noble, résistant, et on peut aussi s'en servir évidemment pour les installations de chauffage. Dans le bâtiment, le tube cuivre est largement utilisé dans 6 cadres d'application particulières. Par exemple, l'eau sanitaire sous pression chaude et froide, les vidanges d'eau usée, le chauffage central à eau chaude par radiateur, le plancher chauffant basse température, l'alimentation en gaz et également la climatisation. On utilise également le tube de cuivre dans d'autres domaines plus spécifiques, par exemple les gaz médicaux, la sécurité incendie, les échangeurs thermiques. Ces différentes applications impliquent une grande variété de sollicitations différentes des tubes de cuivre en fonction de leurs conditions d'emploi. Ces sollicitations sont d'ordre thermomécanique ou chimique et ont pour origine les paramètres suivants. La pression du fluide transporté, évidemment, la dilatation thermique due à la température de l'eau, à son augmentation, l'agression chimique par le fait de matériaux extérieurs ou des caractéristiques des fluides transportés. Les facteurs technico-économiques suivants ont également favorisé l'emploi généralisé du tube cuivre. La résistance mécanique, la résistance à la corrosion, le faible coefficient de dilatation, comparé notamment aux matériaux plastiques, donc il est 7 fois moins dilatable que le PER par exemple, la facilité de mise en œuvre et les propriétés bactéricides.
Les principales propriétés physiques du cuivre sont, donc son symbole, c'est les deux lettres Cu. Il a une masse atomique de 63,546 grammes, une densité moyenne de 8,92 kg par décimètre cube et une température de fusion de 1084 degrés Celsius. Donc cette température de fusion, il faut en tenir compte, notamment quand on travaille le tube cuivre à chaud au chalumeau. Comportement du cuivre. Le cuivre est inaltérable au contact de l'air, des gaz et de l'humidité, c'est-à-dire qu'il reste tel quel, il ne bouge pas. Il résiste aux sols normaux. Par contre, il est attaqué par le ciment et les produits ammoniacaux. Dans ce cas-là, il est nécessaire de le protéger à l'aide d'une gaine ou d'un fourreau. Il est interdit d'utilisation dans le transport de l'acétylène, car il se forme ce qu'on appelle des acétylures de cuivre qui engendrent des risques d'explosion à la chaleur et au choc. Mécanisme du recuit. Vous en avez déjà peut-être entendu parler en entreprise. Donc, le cuivre se recuit en le chauffant, donc au chalumeau. La lecture des courbes fait ressortir que si l'état recuit du cuivre est obtenu à partir d'environ 200 degrés, il est quand même nécessaire de le chauffer à une température plus importante afin d'atteindre la zone où l'allongement est le meilleur, donc c'est-à-dire entre 350 et 650 degrés Celsius. Par contre, au-delà de 650 degrés Celsius, la capacité d'allongement du cuivre diminue, donc il n'est pas conseillé de travailler le métal à une température supérieure, lors d'un cintrage à chaud par exemple. Donc le recuit d'un tube cuivre, pour pouvoir le travailler, s'effectue entre 350 et 650 degrés. Donc ça, c'est quelque chose à bien retenir. 350, 650 degrés. Forme commerciale. Le cuivre peut être livré écroué en barres de 5 mètres, donc c'est les barres dures. Il peut être également livré recuit en couronne de 5 à 50 mètres. Il peut être livré enrobé, donc enrobé d'une gaine plastique, écruit ou recuit, donc le tube est isolé thermiquement ou chimiquement d'une matière plastique et donc en barre ou en couronne. Ensuite, je vous ai mis les désignations des tubes, c'est-à-dire leur diamètre. Donc vous voyez, on trouve des tubes du diamètre 6 mm extérieur jusqu'au diamètre 54. Voilà. Sachant que l'épaisseur du tube cuivre, quel que soit le diamètre, est de 1 mm. Voilà. Donc on va retrouver du tube de 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 32, 42 et 54 mm. Voilà. Le tube acier. Donc l'acier, c'est un alliage composé de fer et de carbone, mélangés dans des proportions différentes qui nous donnent ainsi la qualité de l'acier. Principe de fabrication. Donc il y a deux grands principes de fabrication de l'acier. Donc soit c'est un tube soudé, c'est-à-dire que c'est une tôle que l'on va enrouler le long d'un profilé et souder tout le long pour fabriquer un tube. Ou alors c'est tout simplement un profilé plein, un profilé rond plein que l'on va percer de part en part et qui nous donne un tube sans soudure. Ensuite, on va avoir plusieurs caractéristiques. Ce qu'on appelle le tube gaz série légère. Donc ce sont les tubes soudés, filetables et soumis à une pression d'épreuve de 60 bars. Ensuite, les tubes gaz série légère spéciale. Donc là, ce sont des tubes soumis à des essais spéciaux d'aplatissement et de cintrage. Ces tubes-là sont prévus pour être incorporés dans le béton.
on va avoir ensuite les tubes gaz série moyenne. Donc là, ce sont des tubes sans soudure et filetables. Ensuite, des tubes lisses. Là, ce sont des tubes minces, mais qui ne sont non filetables. Donc la paroi, l'épaisseur est mince. Ensuite, on va avoir les tubes standard 41. Donc ce sont des tubes qui se trouvent en épaisseur réduite également, de 1,25 à 2,25 mm d'épaisseur. Et ces tubes-là ne peuvent être assemblés que par brasure. Les tubes filetables sont livrés dans les diamètres qui vont du 13,5 par 2,3 au 139,7 par 4,5. Et les tubes non filetables du diamètre 33,7 par 2,3 jusqu'au diamètre 419 par 10 quand même. Forme commerciale. Donc généralement, les longueurs varient de 4 à 7,50 m. Mais la longueur commerciale la plus courante, c'est 6,40 m. Voilà. Donc généralement, si vous commandez un tube acier à votre fournisseur, ce tube sera livré dans une longueur de 6,40 m. Les diamètres. Donc pour les diamètres, on doit lire le diamètre extérieur en millimètres, puis l'épaisseur, elle aussi toujours en millimètres. Donc dans le tableau qui vient d'apparaître, c'est la colonne, la troisième, qui est dénommée norme. Donc par exemple, si je prends un tube de DN 15, donc la dénomination actuelle, on parlera d'un tube de 21,3 par 2,3. Voilà. Ensuite, l'ancienne appellation pour ce même tube, on dira 15-21. Et ensuite, pour ce même tube, la dénomination du filetage, c'est 1/2 pouce. Voilà. Ces tubes peuvent être livrés suivant la commande et l'emploi. Voilà, donc sans protection. Donc c'est du tube acier noir utilisé pour le chauffage. Ou alors ils peuvent être livrés galvanisés, c'est-à-dire que ce tube est recouvert d'une pellicule de zinc à l'intérieur et à l'extérieur. Et il est utilisé pour la plomberie, c'est-à-dire pour le passage de l'eau potable. Ces tubes peuvent être filetés aux extrémités et munis de manchons lisses ou des boutous lisses sans filetage. Ensuite, l'acier électrozingué. Donc les tubes en acier électrozingué sont des tubes de précision à parois minces. Une couche de zinc appliquée sur leur surface extérieure assure une protection efficace contre la corrosion. Ces tubes s'emploient principalement pour la réalisation d'installations de chauffage et de climatisation, et tout autre type d'installation au circuit fermé, avec une pression de service maximale de 16 bars et une température de service de 140 degrés Celsius. Cette solution innovante remplace avantageusement les techniques plus traditionnelles comme l'acier noir. Poids réduit, facilité et rapidité d'installation. Ils ne sont pas compatibles avec l'eau potable par contre. La gamme de tubes électrozingués se compose de tubes nus du diamètre 12 au diamètre 108, ainsi que des tubes revêtus d'un film en polypropylène pour une protection supplémentaire contre la corrosion et une esthétique soignée jusqu'au diamètre 54. Son assemblage se fait exclusivement par raccord à sertir. Donc voilà en photo une installation effectuée en acier électrozingué. Ensuite, je vous ai mis à quoi ressemblait un raccord à sertir. Voilà, tout simplement. On le trouve généralement conditionné en longueur de 6 mètres. Et ici, je vous ai mis les diamètres qui existent. Donc, on va du DN 10 au DN 100, c'est-à-dire diamètre extérieur 12 jusqu'au diamètre extérieur 108. Ensuite, on va trouver le tube en acier inoxydable. Donc l'acier inoxydable a pour structure de base un alliage de chrome et de nickel. Il existe plusieurs types d'inox.
le 304, le 314, le 316 et d'autres, qui correspondent à leur pourcentage en chrome et en nickel. L'inox résiste à la corrosion dans de nombreux cas et à l'oxydation. Il se soude au TIG ou à l'arc électrique. L'inox 314 et 316 sont les principaux types d'inox utilisés pour l'adduction des produits alimentaires. Principalement utilisés pour la pétrochimie, la marine, dans les hôpitaux et quelquefois en chauffage. Donc voilà à quoi ça ressemble une installation en inox. Ça brille, c'est beau. On le trouve généralement conditionné, lui aussi, en barre de 6 mètres. Et ensuite, je vous ai mis les différents diamètres qui existent en tube acier galvanisé. Voilà, vous pouvez donc regarder sur le côté les différents diamètres. Ensuite, on retrouve aussi le tube en fonte. Donc, les canalisations en fonte permettent la réalisation de réseaux d'écoulement par gravité, donc sans pression. Ils conviennent de façon générale pour l'évacuation des eaux pluviales, des eaux vannes, l'évacuation des eaux usées verticales, la réalisation de collecteurs d'allure horizontale et aussi assurer la ventilation des chutes et des descentes d'eau usée. On la trouve généralement conditionnée en barre de 3 mètres. On distingue deux types de fonte. La fonte CMU et la fonte CME. Donc CMU veut dire Super Métallique Union. Donc ce sont des tuyaux et raccords à bout lisse raccordés par collier en acier inox ou manchon en fonte. Et ensuite on trouve la fonte SME, donc Super Métallique Emboîture. Donc tuyaux et raccords en emboîture moulée, assemblage par joint élastomère. Élastomère, c'est une matière plastique souple. Donc je vous les ai mis en photo. Donc la fonte CMU et la fonte CME. Donc la fonte CME, on voit bien, on a une emboîture plus le petit joint noir qui vient entre les deux tubes pour étanchéifier tout ça. Je vous ai mis le petit tableau des diamètres. On va du DN 40 jusqu'au DN 600 quand même. Donc c'est pas mal. Donc c'est généralement la fonte utilisée pour les évacuations. Ensuite, un premier type de tube en plastique, le tube polyéthylène. Donc les tuyaux en polyéthylène haute densité sont destinés à l'adduction d'eau potable. Ils sont réalisés avec des matières premières répondant aux normes sanitaires en vigueur. Donc généralement, ils sont de couleur noire avec un filet bleu, comme ils apparaissent sur la photo. Domaine d'utilisation, donc principalement utilisé pour l'adduction d'eau potable et aussi pour l'irrigation. Je vous ai mis aussi une photo d'une couronne. Mise en œuvre. Le tube polyéthylène se pose indifféremment en terré ou en aérien. Le tuyau se déroule sans équipement lourd. Sa structure élastoplastique du matériau autorise la pose dans des terrains difficiles, en courbe ou aussi en contournement d'obstacles dans des sous-sols encombrés. Stockage et manipulation. Le tube polyéthylène doit être manipulé dans les règles de l'art, sans précaution particulière. En cas de légère déformation, c'est-à-dire ovalisation ou rétrécissement, ou même pincement du tube dû à un stockage, le tuyau retrouvera sa forme lors de la mise en pression. Je vous ai ensuite mis le tableau des diamètres. Donc vous voyez, on va du 25 en diamètre nominal jusqu'au diamètre 75. Voilà. Et la longueur des bobines va de 25 mètres jusqu'à 100 mètres. Mais ça dépend des diamètres. Le tube PVC. Donc ça, c'est un tube généralement que vous utilisez assez souvent dans la profession. Donc le tube PVC a remplacé le tube plomb. Parce que avant, il y a maintenant une trentaine d'années,
le tube plomb était utilisé comme moyen d'évacuation de l'eau. Donc ces tubes sont d'un usage pratique de par leur légèreté, le faible prix et leur relative facilité à mettre en œuvre. Ils sont les plus utilisés pour les évacuations des appareils et des chutes d'eau usée. On peut néanmoins reprocher au PVC son caractère bruyant. Il existe plusieurs types de tuyaux PVC. Leur domaine d'emploi est repéré sur chaque tube par des lettres. Par exemple, EU pour eau usée, EP pour eau pluviale. On distingue 3 types de tuyaux en PVC courants sur le marché pour les évacuations, plus des tubes spécifiques pour l'alimentation et également l'épandage des fosses septiques. Tableau des différents types de tuyaux PVC et leurs usages. Donc on va avoir le PVC EP, donc c'est utilisé pour l'évacuation des eaux de pluie. Le PVC C, c'est pour l'évacuation des fluides et des liquides agressifs. Le PVC EU pour l'évacuation des eaux usées. Le PVC perforé pour l'épandage des fosses septiques. Et le PVC pression utilisé en alimentation en eau froide ou eau chaude et aussi en alimentation d'eau pour ce qui est des piscines. Voilà. On distingue divers tailles de tuyaux en PVC. Généralement, vous utilisez sur les petits chantiers du 32 jusqu'au 100 mm. Après, au-delà, c'est plutôt utilisé dans des chantiers d'une plus grosse importance. Chez un particulier jusqu'au 100, voire 125. Voilà, après, au-dessus, ça sera réservé pour des gros chantiers. Le PVC est commercialisé sous forme de tubes rigides pouvant atteindre 4 mètres de longueur. Les tuyaux sont lisses pour les petits diamètres et pourvus d'un emboîtement à l'une des extrémités pour les gros diamètres. Voilà, l'emboîture, vous la voyez sur la photo qui est apparue. Utilisez des tubes normes françaises normalisées qui présentent un marquage type et qui vous indiquent la conformité norme française, le type de tube, le diamètre et l'épaisseur, par exemple 40 par 3. 40 diamètre extérieur, 3 c'est l'épaisseur en millimètres. C'est un tube qui s'assemble uniquement par collage. Les avantages et les inconvénients du tuyau PVC. Avantage, donc on va avoir un faible coût. Ils vont être faciles à transporter puisqu'ils sont légers. Facilité de montage. Et on a un choix de diamètre très important. Inconvénient, bien connaître les règles de mise en œuvre par rapport à sa forte dilatation. Voilà. Car quand il transporte de l'eau chaude, ça se dilate énormément. Donc il faut faire attention à ça. Le tube PER. Donc le tuyau PER ou polyéthylène réticulé haute densité, qu'on appelle aussi PEX, donc ça c'est l'appellation internationale, tend à supplanter le tuyau cuivre. Il peut aussi être fabriqué en polybutylène. Il peut servir autant pour la plomberie sanitaire que pour les installations de chauffage. Ce matériau semi-rigide se présente en différentes couleurs pour un repérage aisé de leurs fonctions. Couleur bleue pour transport de l'eau froide, couleur rouge pour le transport de l'eau chaude. Contrairement au tuyau PVC classique, il peut servir à alimenter en eau chaude ou en eau froide. Couleurs différentes, je viens de vous le dire. Pour une plomberie sans soudure, le PER est rapide à monter comme un tuyau flexible, mais ce dernier est plutôt réservé aux accès difficiles. Nota, le tube multicouche, c'est un tuyau PER amélioré, on le verra tout à l'heure, qui demande lui aussi un outillage spécifique pour le mettre en œuvre. Caractéristiques du tuyau PER. Les principales caractéristiques du tuyau PER donc sont: pour l'eau chaude et froide, une température d'utilisation maximum de 60 degrés pour une pression de 6 bars. Pour le chauffage par radiateur de classe 5, une température maxi 90 degrés pour une pression de 4 bars.
Pour les planchers chauffants de classe 2, une température de 50 degrés à une pression de 6 bars. Voilà. Donc ce tube PER peut se raccorder avec des raccords à visser ou bien des raccords à sertir. Diamètre courant du tuyau PER. Donc les tuyaux PER sont définis par leur diamètre extérieur et leur épaisseur en millimètres. On va trouver le 12 par 1,1 mm. On va trouver le 16 par 1,5, le 20 par 1,9 et le 25 par 2,3 mm. Le marquage obligatoire des tubes PER, donc sur le tube, on va retrouver le fabricant du produit, le diamètre et l'épaisseur du tube, le type de matériau utilisé, la température et la pression maximale supportée, le numéro de l'avis technique, le logo du CSTB, la date de fabrication, la taille en longueur du tube, les classes d'application qui sont au nombre de 3 et qu'on a vu sur la page précédente. Donc on a la classe 2, la classe 4 et la classe 5. Donc la classe 2 c'est pour l'alimentation eau chaude et eau froide sanitaire. La classe 4 pour les radiateurs basse température ou le chauffage par le sol, un plancher chauffant. Et la classe 5 c'est pour les radiateurs haute température, donc jusqu'à 90 degrés. Et ici je vous ai mis en photo un raccord à sertir. Avantages et inconvénients du tuyau PER. Donc l'avantage, il ne s'entartre pas, il résiste à la corrosion, on peut effectuer des cintrages manuels, en faisant très attention quand même, et il réduit les nuisances sonores. Inconvénient, eh ben, on doit utiliser un système de raccord spécifique, donc soit à visser, soit à sertir. Les courbes de cintrage sont peu importantes, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et on ne peut pas le poser en apparent parce que bon, c'est pas forcément très esthétique. Voilà ici un raccord à visser. Et donc le PER en différentes couleurs, bleu ou rouge. Le tuyau multicouche. Donc comme je vous ai dit, le tuyau multicouche c'est un PER amélioré. Il fait partie de la famille des tubes synthétiques. Comme son nom l'indique, il est composé de plusieurs couches lui apportant des caractéristiques bien précises. Le tube multicouche présente les avantages des tubes métalliques, par exemple les avantages du tuyau en cuivre, et des tubes synthétiques réunis. Il permet une plomberie sans soudure en utilisant des raccords à visser principalement, mais d'autres types de raccordements sont possibles, comme les raccords à sertir. Composition du tube multicouche. Le tube donc multicouche est composé généralement de 3 couches. On va avoir à l'intérieur une couche de PEX qui réduit l'entartrage et protège de la corrosion. Ensuite, au milieu, nous allons avoir une couche d'aluminium soudée au laser qui permet la rigidité du tube, sa mémoire de forme et son étanchéité à l'oxygène. Quand on parle de mémoire de forme, l'avantage avec ce tube, c'est qu'on peut le cintrer, voilà, et ensuite on arrive à l'endroit, à notre chantier, on s'aperçoit que notre cintrage n'est pas très bien réalisé ou pas réalisé dans les cotes souhaitées. Donc ce tube, on peut le remettre droit et recommencer le cintrage à l'endroit désiré. Ça, c'est quand même un avantage. Et en extérieur, on a une autre couche de PEX qui lui offre une protection contre les ultraviolets. Vous le voyez ici en coupe, donc à l'intérieur la couche de PEX. Ensuite, en jaune, on a une couche d'adhérence qui permet aux 3 matériaux de bien se tenir entre eux. Au milieu, le tube en aluminium et à l'extérieur, le tube en PEX également, qui protège le tube contre les UV.
Et voici le raccord à sertir qui ressemble étrangement au même raccord que pour le PER. Diamètre courant des tubes multicouches. Donc généralement, ils sont vendus soit en barres de 1,50 m et 3 m ou soit en couronne, nue ou dans un fourreau. Les diamètres extérieurs courants sont, donc on va trouver le 14 par 2, le 16 mm par 2, le 20 par 2, 26 mm par 3 et le 32 mm par 3 mm. Le marquage sur ces tubes-là, comme pour le PER, est obligatoire et on va retrouver exactement les mêmes choses que pour le PER. Donc le fabricant, le diamètre et l'épaisseur du tube, le type de matériau, la température et la pression maximale supportée, le numéro de l'avis technique, le logo du CSTB, date de fabrication, taille en longueur du tube et les classes d'application qui sont également au nombre de 3 et qui sont donc la classe 2, la classe 4 et la classe 5 comme pour le tube PER. Ensuite, je vous ai mis en photo la sertisseuse et ensuite l'appareil qui permet de dérouler les couronnes dans de bonnes conditions avec l'appareil rectangulaire qui permet de remettre droit le tube PER multicouche. Les avantages et les inconvénients du multicouche. Donc il a les mêmes qualités que le PER. Il va avoir une faible dilatation et une bonne résistance aux UV. L'avantage, c'est qu'il va être détectable au détecteur de métaux et il va avoir une très bonne longévité. L'inconvénient, outillage spécialisé pour les raccords et pas de normes pour les diamètres entre les différents fabricants. Donc ce qui fait que quand vous achetez du tube chez un fabricant, vous êtes obligé de prendre également les raccords chez ce même fabricant. Parce que si vous les prenez chez un autre, ils n'iront pas sur le tube. Voilà. Donc ça, c'est un inconvénient quand même. Il peut être utilisé, donc vous voyez sur la photo, pour réaliser un plancher chauffant par exemple, ou en plomberie pour l'alimentation des éviers. Je vais vous parler maintenant d'un autre type de tube en plastique, le tube CryoClim. Donc ce type de canalisation permet de réaliser toutes les installations de réfrigération et de climatisation. Elles sont principalement utilisées dans la climatisation centralisée, l'industrie agroalimentaire en détente indirecte, les entrepôts frigorifiques, les cuisines centralisées et le refroidissement industriel. Donc ces tubes ressemblent à ceci. Voilà, donc ils sont de couleur verte, comme ça. Donc voilà une installation de ce qu'on appelle le tube CryoClim. Il a pour nature, donc il est résistant à la corrosion à l'entartrage, insensible à la corrosion interne et externe, il est non inflammable, le risque de condensation est nettement inférieur, il a une bonne résistance au choc à basse température grâce à son alliage en HPF, il permet des économies d'énergie grâce à la diminution des déperditions thermiques jusqu'à 30% par rapport à l'acier non isolé. Et il est utilisable de moins 30 degrés à plus 40 degrés. Ce type de canalisation est rapide d'utilisation, s'assemble par collage. Mais il faut être très méticuleux sur la façon de coller les tubes entre eux, car la pression du réseau en dépend. On le trouve généralement conditionné en barres de 4 mètres. Voici sur la photo donc à quoi ressemble ce type de tube et les différents raccords qui existent. Voilà, donc peut-être que dans vos années d'apprentissage, vous rencontrerez ce type de tube. Voilà. Donc, ce cours sur les différents types de tubes utilisés dans la profession de plomberie chauffage est terminé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.